il est clair que nous ignorions presque tout de ce qu'elle nous a présenté aujourd'hui. Donc, on va voir si le travail que nous avons fait, la proposition que nous avons fait, converge avec l'expérience internationale. Alors, je voudrais remercier d'abord M. Benarida et Omar Laloui pour leur soutien sur un certain nombre d'idées qui sont présentées ici. Alors, les points qui sont présentés, c'est d'abord l'émission de la politique de l'emploi, les contraintes actuelles, les propositions que nous faisons, le cadre budgétaire et de suivi et évaluation et la territorialisation. Éventuellement, sur chacun des points, je pourrais solliciter l'intervention des collègues pendant cet exposé pour clarifier certains points. Alors, l'émission de la politique de l'emploi, donc l'idée qui est claire, c'est que la politique de l'emploi promeut la productivité. Premier point. L'équité de la répartition. L'efficacité de la solidarité. C'est-à-dire qu'elle est le point d'entrée des politiques productives, des politiques sectorielles. Elle est le point d'entrée de la paix sociale et du partage des fruits de la croissance. Et elle est le point d'entrée de la solidarité, c'est-à-dire on va aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de force de travail. Donc cette politique de l'emploi, il faut que tous les partenaires prennent conscience qu'elle est la cheville ouvrière de l'ensemble des politiques publiques. Et je dirais qu'elle est aussi importante que la politique de sécurité, par exemple, ou que la justice. Et il faut qu'on puisse transmettre ce message. L'emploi n'est pas un résidu de l'action de l'État, c'est une action fondamentale de l'État. Et ça, c'est le message clé que le ministère doit transmettre. Alors, la politique de l'emploi assure la sécurité du patrimoine matériel et immatériel, public et privé. La politique de l'emploi, c'est une politique pour activer le capital. Le capital, c'est un stock, c'est des personnes vivantes qui ont un savoir-faire, c'est des ressources, et le capital n'a pas de valeur quand il ne tourne pas. La politique de l'emploi, elle est là pour assurer cette sécurité, c'est-à-dire de permettre que le capital conserve sa valeur. Le capital n'est pas un stock qui a de la valeur s'il n'est pas en mouvement. Et donc, le capital humain, il faut qu'il soit impliqué dans l'emploi. Le capital matériel, il est là. Alors, derrière la politique de l'emploi, il y a les problèmes des conflits collectifs qui doivent être résolus. Et donc, c'est une politique qui organise la paix sociale et qui va faire attention à ce que la paix sociale puisse être assurée. Alors, elle vient donc en amont des politiques. Elle est des politiques publiques parce qu'elle a pour but d'orienter une meilleure prise en charge des objectifs de l'emploi. Donc, les différentes politiques publiques contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi. Alors, ici, j'avais une interrogation parce que avant-hier, j'ai reçu une note manuscrite de Monsieur le secrétaire général qui disait « Attention, la stratégie nationale de l'emploi n'est pas la politique de l'emploi ». Ça m'a beaucoup travaillé cette question. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai fini par dire c'est la même chose. Parce que ce n'est pas la politique du département de l'emploi. Une stratégie n'est pas une politique, je suis bien d'accord. Une stratégie, c'est quelque chose qui établit un cadrage. Mais une bonne politique, c'est une politique qui se remet en cause de manière permanente et qui ne perd jamais de vue ses impacts de long terme. Alors, oui, non, c'est la même chose, c'est différent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est les objectifs qu'on doit réaliser. Le principe d'efficacité du pilotage de la politique de l'emploi. Donc ici, vous allez retrouver tout ce que Éléonore a dit. Elle nécessite un pilotage de haut niveau. Il y a de nombreux instruments. Il y a les politiques macroéconomiques et sectorielles, donc qui relèvent d'un certain nombre d'acteurs. Il y a la législation du travail, qui est gérée par la justice autant que par
la direction du travail, il y a les programmes de l'emploi, il y a le problème de la représentation et de la négociation sociale. Tout ceci, ce sont donc des instruments qui nécessitent un pilotage de haut niveau pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire que leurs effets sont complexes et en interaction les uns avec les autres. Ils ont des effets sur le coût du travail, ils ont des effets sur la compétitivité, ils ont des effets sur la capacité et le désir des entreprises en matière d'emploi. Donc, elles génèrent le risque lié à la valorisation du capital, toutes ces politiques. Donc, elles sont importantes et elles impliquent qu'on les regarde sans peur, avec courage, avec lucidité, en allant jusqu'au bout. Changer le droit du travail, changer la politique macroéconomique, changer la politique sectorielle, c'est un acte de courage qui demande de l'analyse, de la concertation, de l'écoute. Et c'est surtout ces questions, je dirais cette aptitude à la lucidité, qui est une aptitude collective, qui est difficile à trouver. Et donc, l'efficacité du pilotage de la politique d'emploi, c'est la génération de cette lucidité collective. Le suivi-évaluation, on l'a dit, il rend plus efficaces les politiques et les programmes d'emploi et la concertation sociale. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Première étape, c'est le suivi, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les résultats de ce qu'on a fait, et que chacun puisse dire comment il vit ce résultat. Et donc il faut avoir cette concertation sociale qui est partie intégrante des politiques d'évaluation. Et alors, il est clair aussi que le dialogue social est efficace quand il est unifié, c'est-à-dire que quand on a trouvé des systèmes où tout le monde est impliqué, mais surtout quand on sait que tous ceux qui sont impliqués sont informés des intérêts des uns et des autres et qu'ils acceptent que les solutions vont être des solutions dynamiques. C'est-à-dire on n'a pas une solution aujourd'hui qui fait du mal à celui-là et qui fait du bien à celui-là. Il faut avoir cette vision que peut-être la solution qui fait du mal aujourd'hui à telle partie va lui faire du bien plus tard. Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de la conduite des politiques et de la négociation sociale. Alors les contraintes que nous avons, c'est-à-dire d'où nous partons. Alors, on a un principe qui est fondamental dans notre Code du travail. Il y a une citation du Code du travail. Je ne sais pas si M. Bouherro est parmi nous, parce que c'est toujours à lui qu'on pense quand on pense au Code du travail. Mais le principe de la préservation des acquis qui est consacré dans le Code du travail, c'est un problème qui génère, c'est mon analyse, une aggravation des inégalités salariales. Au sein du secteur public, d'accord, ça change tout. Et peut-être que je parle trop aussi. Alors il y a le principe de préservation des acquis qui est consacré dans le Code du travail, qui conduit à une aggravation des inégalités salariales. C'est-à-dire, quand il y a un secteur qui s'exprime mieux, qui est mieux représenté au niveau syndical, qui est plus convaincant parce qu'il a une capacité de nuisance plus forte, il obtient de plus grands avantages. Quand un autre n'a pas les mêmes capacités de s'exprimer et de convaincre et de nuire, il est perdant. Et ça aggrave les choses. Et donc on trouve des différences à l'intérieur entre le secteur public et le secteur privé, et entre le secteur privé organisé et le secteur privé non organisé. Ça, c'est un des problèmes majeurs que nous avons dans notre système d'emploi et que la stratégie va devoir essayer de résoudre. Deuxième difficulté, c'est que nous avons beaucoup d'institutions qui interviennent au niveau local et au niveau territorial et qui affectent les questions de promotion de l'emploi. Et ces institutions ne fonctionnent pas toujours dans une relation horizontale, mais souvent chacun fonctionne en silo tout seul. L'Office de la formation professionnelle, par exemple, peut travailler indépendamment de l'ANAPEC, faire son plan
de développement sans que l'ANAPEC, vous me direz, monsieur Hafed, si je me trompe, peut faire son plan sans que l'ANAPEC puisse donner son point de vue et vice-versa. L'ANAPEC peut faire sa stratégie et son plan triennal sans vérifier que l'Office est en train de l'accompagner, sans que les chiffres ne circulent, que le ministère de l'Enseignement n'informe du nombre de personnes qui vont arriver sur le marché du travail, dans quelle ville, etc. Donc il y a des risques très importants dans la gestion collective de la promotion de l'emploi quand il y a un fonctionnement qui est vertical et pas assez horizontalisé. Non-unicité du dialogue social, bon, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on a le secteur de la fonction publique qui a un dialogue spécifique avec son ministère et le secteur privé qui a aussi son ministère. Alors que le Code du travail a institué l'unicité. Mais c'est une unicité théorique, mais en pratique, il n'y a pas cette unicité. Et donc, l'autre problème, c'est la faiblesse de la représentation des travailleurs dans le secteur privé, et surtout dans les secteurs dits à caractère traditionnel, c'est-à-dire les très petites entreprises de moins de 5 salariés. L'autre, deuxième groupe de contraintes, c'est le manque de moyens d'analyse. Là aussi, je pense à mes collègues de la direction du travail qui sont confrontés à l'intégration des informations qui sont produites par de nombreuses institutions et qui vont avoir des difficultés pour les assembler, les organiser, les mettre en cohérence. C'est d'ailleurs une des raisons majeures qui les a amenés à proposer ce concept d'Observatoire national de l'emploi. Et l'autre question qui se pose, c'est l'absence de cadre officiel d'analyse de la dynamique des revenus et des discriminations. Donc, qui est responsable de l'analyse des revenus dans notre pays? Est-ce le ministère du Plan? Est-ce le ministère des Finances? On ne sait pas. On vient de créer la PALD, la Haute Autorité pour la parité et la lutte contre les discriminations. C'est une instance qui va traiter le problème, une partie du problème. Mais elle ne va pas être dotée des instruments pour lutter contre les discriminations parce que ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est d'arbitrer à partir de données. Et donc, il faudra quelque part qu'il y ait un espace pour qu'on lui donne ces informations pour qu'elle puisse faire ses arbitrages et réagir. On a aussi un problème, maintenant c'est vraiment territorial, c'est un manque d'expertise et de moyens financiers mobilisables dans le dispositif administratif de gestion des chocs économiques. La direction du travail confronte régulièrement des réductions d'activité et des licenciements économiques. Beaucoup de ces activités peuvent parfois être sauvées avec une petite somme de monnaie, d'argent, qui permettrait à une entreprise de continuer à fonctionner, de pas baisser le rideau, et qui implique des plans sociaux, peut-être de l'essaimage, un raccompagnement des travailleurs vers d'autres métiers. Nous n'avons pas aujourd'hui, au niveau des régions, une structure qui permette de dire, face à cette crise, voilà la solution. Il faut que les choses aillent au ministère de l'Industrie. Très souvent, le ministère de l'Industrie lui-même n'est pas toujours organisé et structuré pour dire telle industrie, tel secteur, voilà comment on va lui faire son plan pour le sauver. Donc il y a un problème de gestion de la conjoncture. Absence d'un cadre qui permet d'évaluer la pertinence du niveau des dépenses allouées à chaque PAE et aussi de l'effet sur l'emploi des politiques publiques. Donc voilà, j'ai fait le tour des contraintes que l'institutionnalisation de la SNE doit pouvoir lever. Alors, on doit changer les structures aujourd'hui. Donc, le Conseil supérieur de l'emploi est un conseil qui a un rôle consultatif. Par ailleurs, les secteurs employeurs sont faiblement représentés. Les décideurs, lors des réunions, ne sont pas présents. Ils envoient des personnes qui sont déléguées, qui n'ont pas de pouvoir. Et ça, c'est un problème. Des personnes qui viennent dans un conseil
de l'emploi qui n'ont pas de pouvoir de représentation spécifique, c'est un problème. Il n'a pas aussi un organe de suivi et d'étude, malgré le fait qu'il est appuyé par la direction de l'emploi, mais la direction de l'emploi elle-même confronte des difficultés, et c'est pourquoi, depuis un certain temps, l'Observatoire de l'emploi est en gestation. Il est en gestation depuis 1998 probablement. On l'a proclamé officiellement en 2005, et il est en train de se mettre en place. Le concept est là, il faut les appuis institutionnels, il faut le financement, et le processus est lancé. Mais longtemps, on a fait face à des difficultés. Mes collègues pourront aussi corriger ce que je dis et préciser. Les conseils régionaux et provinciaux ont un rôle consultatif, ils ne sont pas activés. Et le concept, c'est des conseils régionaux et provinciaux qui ne comprennent pas les collectivités locales. Comment peut-on faire la promotion de l'emploi sans le promoteur principal, qui est la collectivité locale? Et là, il y a un problème de vice de forme, et peut-être en grande partie, ça explique aussi pourquoi il n'a pas été activé. Et aussi, un autre facteur, c'est que la logique de désignation des membres, elle est dépassée. Aujourd'hui, on envisage d'avoir des conseils régionaux élus. Et ils ne sont plus, ils vont plus être nommés par le gouverneur, sur proposition des syndicats représentatifs et des associations professionnelles représentatives. Mais l'idée de la nomination par le gouverneur, au moment où on a un conseil élu, qui aura d'autres pouvoirs, fait qu'on doit repenser cette logique. La dynamisation, la proposition que nous on fait, c'est qu'on veut dynamiser les instances d'animation, de coordination et de mise en œuvre de la SNE. On veut un Conseil national de l'emploi, on veut des conseils régionaux, on veut des comités sectoriels, on veut un comité interministériel et on veut un ministère de l'emploi qui est renforcé. Alors, ça c'est la proposition qui est faite et je vais la détailler sur certains angles. Ensuite, on veut aussi développer le suivi et l'évaluation des politiques publiques et des programmes actifs. Et donc, on propose un observatoire de l'emploi et un comité d'analyse stratégique auprès du ministre de l'Emploi. C'est-à-dire que le ministre de l'Emploi doit avoir dans un super cabinet, vu la mission qui lui revient, pour qu'il puisse correctement dialoguer avec l'ensemble de ses partenaires publics et avec les partenaires sociaux. Donc il lui faut un cabinet renforcé de manière particulière. Mise en cohérence de la SNE et des politiques macroéconomiques sectorielles, il faut aussi des outils d'analyse de la modélisation. Alors, le Conseil national de l'emploi, on propose qu'il soit sous la présidence du chef du gouvernement, qu'il comprenne les partenaires sociaux, les employeurs et les représentants des collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseils régionaux. Et on veut une représentation des organismes à un niveau élevé. Donc, il faudra réfléchir au mode de nomination. Est-ce que ça va être intuitu personné et pas simplement la nomination d'un organisme qui peut déléguer quelqu'un et qui finalement vient faire acte de présence sans vraiment être motivé pour contribuer aux prises de décision. Alors, ces missions, c'est définir des orientations stratégiques des politiques de l'emploi, adopter un programme triennal d'évaluation des programmes actifs de l'emploi et éventuellement aussi, suivant les besoins, et normalement il y a un agenda d'études important qui doit être fait, puisqu'il y a des réformes structurelles à conduire, il faut qu'il réalise des études pour pouvoir se prononcer. Parce qu'il y a un travail sur l'architecture du système dans son ensemble qui doit être fait et un ensemble d'études qui doivent être conduites pour ça. Il dispose d'une administration, un secrétaire général qui est permanent et qui est dédié au conseil et il est appuyé par les services du ministère de l'Emploi et par les conseils régionaux, c'est-à-dire qu'il peut confier des travaux au ministère de l'Emploi et aux conseils régionaux. Et c'est important de dire qu'il a son secrétaire général, parce que ce secrétaire général, il a un rang de secrétaire général, et donc il agit, si vous voulez, au plus haut niveau de la fonction administrative, et donc il a des demandes qu'il exprime à ses collègues secrétaires généraux, qui, eux, sont en mesure de mobiliser les administrations.
Le comité interministériel, donc comme on l'a vu dans les exemples donnés par Éléonore, on peut avoir deux comités. Il y a un comité décisionnel qui est présidé au haut niveau, dont on doit encore définir les modalités de travail et le mode de fonctionnement. Et il y aurait un comité qui aurait un caractère beaucoup plus exécutif, qui serait présidé par le ministre de l'Emploi, et qui serait un comité interministériel. Et il prendrait connaissance des résultats d'évaluation des programmes actifs et il va valider les ajustements proposés. Et normalement, il va voir examiner aussi les recommandations qui sont proposées dans le cadre des lois de finances, c'est-à-dire la traduction annuelle des politiques, et voir les effets de ces politiques sur l'emploi, et mettre en relation la politique nationale et les actions qui sont prises au niveau territorial en ce qui concerne les effets sur l'emploi. Et il fait un travail de suivi à la fois des instructions qu'il reçoit et à la fois du résultat des actions qui sont menées par les départements. Alors, est-ce qu'il va comprendre tous les secrétaires généraux des ministères? Il s'agit d'identifier les ministères concernés. Il y a encore un travail à fournir. Alors, maintenant, il reste un point qui est essentiel, c'est que cette stratégie nationale de l'emploi, il faut l'opérationnaliser. Quelles sont les actions qu'il faut mener pour la rendre opérationnelle? La première idée, c'est d'abord d'adopter une loi programmatique pour son application. C'est une loi programmatique, c'est-à-dire elle va définir les conseils et elle va donner les modalités de fonctionnement. Elle va définir l'articulation entre le niveau du centre et la région. Et donc c'est une loi prospective qui nous place dans un horizon d'une dizaine d'années et qui donne des rendez-vous pour dire vous devez à telle date avoir achevé telle tâche. Autrement dit, c'est une loi qui exécute le plan d'action. Et il faudra qu'on puisse, dans le plan d'action, une fois celui-ci achevé dans ses grandes lignes, identifier les objectifs clés qui vont être inscrits dans la loi. Alors, parmi ces objectifs clés, il est clair qu'il y a des mesures au niveau macroéconomique. Réduire le déficit commercial, générer de la marge budgétaire pour financer les emplois de proximité. Pourquoi réduire le déficit commercial? Tout simplement que toute exportation, c'est de l'emploi sur le territoire, et toute importation, c'est un emploi en moins sur le territoire. Et donc la réduction du déficit commercial, c'est en fait l'importation de l'emploi, une importation nette d'emploi. Ou alors, le déficit commercial, c'est une exportation de notre potentiel de créer des emplois. Et ça, il faut le voir sous cet angle et réfléchir sur la stratégie commerciale du pays sous l'angle de l'emploi, chose qui n'a pas été faite suffisamment, ce qui fait que le pays exporte en grande partie sa main-d'œuvre, et donc le plus cher, je dirais, des dépenses des familles, ce sont leurs enfants, et une très grande partie de ceux qui ont bien étudié se retrouvent à l'étranger. Donc il y a un problème de sauvegarde du patrimoine immatériel du pays. Il faut aussi avoir des ressources budgétaires pour financer les emplois de proximité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de besoins dans le pays qui ne sont pas satisfaits. Il faut rendre le territoire attractif. Les emplois de proximité, c'est un instrument d'attractivité du territoire. Et là aussi, il faut montrer le chemin pour financer les emplois de proximité. Emploi de proximité, c'est servir d'abord les besoins des personnes, des familles, et les besoins de la qualité de la vie et de protection du territoire et de l'environnement. Donc c'est aussi ce qu'on appelle les emplois verts. On veut aussi, autre objectif, déployer une politique de structure en direction des grandes entreprises, des PME et des très petites entreprises. Alors, je dois dire que toutes ces questions-là, ce sont des questions qui se posent pour la politique de l'emploi, mais qui se posent en premier chef au niveau des autres départements. Et donc, ce que nous faisons au niveau de cette stratégie, c'est essayer d'intégrer
les orientations qui ont été adoptées par les autres départements et voir s'il y a besoin de les compléter pour les représenter à leurs auteurs, mais à travers le prisme de l'objectif de créer des emplois. Donc la stratégie nationale de l'emploi, c'est une stratégie qui vise à intégrer les autres stratégies autour de l'objectif emploi. Et il y a beaucoup de travaux qui sont menés, et par exemple la loi sur la TPE qui est mise en place. Il y a besoin de réfléchir sur la charte des investissements et la refonte de la logique de la charte des investissements à partir des objectifs d'emploi. Enfin, élément central, il faut renforcer l'intermédiation et les programmes actifs d'emploi, parce que l'intermédiation et les programmes actifs d'emploi ne couvrent pas toutes les populations. Il y a aujourd'hui un déficit de couverture d'une très grande partie de la force de travail dans le pays. Et donc, quand on n'a pas de chômage en milieu rural, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de recherche d'emploi. Peut-être qu'il y a du potentiel de travail sous-utilisé ou même complètement inactif. Alors, et on veut donc aussi, pour aller dans ce sens, renforcer la représentation de toutes les catégories. Et là, on pense souvent à l'économie sociale et solidaire, mais c'est aussi les très petites entreprises et les unités d'économie familiale. Alors, on pense aussi qu'il faut conduire une feuille de route sur les prochaines années, avec comme objectif de réduire la segmentation du marché du travail. Il y a un point qui est central et qui mérite d'être posé avec courage, c'est le régime des rémunérations publiques. Aujourd'hui, on réfléchit sur la retraite. C'est très bien de dire, est-ce que le régime, la Cour des comptes l'a dit, le régime des retraites des fonctionnaires est beaucoup plus favorable que le régime de retraite du secteur privé. Et implicitement, la Cour des comptes dit qu'il y a une injustice. Mais il faut continuer la réflexion et aller plus loin sur la manière dont se définissent les rémunérations pour arriver à une plus grande justice sociale dans le pays et surtout à une plus grande efficacité économique. Alors, on sait aussi que le ministère des Finances, depuis un certain nombre de temps, développe une nouvelle logique pour fixer les salaires publics. Et donc, c'est un chantier qui est important et qui devra aussi être pris en charge. Alors, l'autre problème majeur, c'est l'innovation et la mise à niveau des métiers. Le pays doit innover, toutes ces unités doivent se développer, donc il faut réfléchir sur comment arriver à des métiers plus productifs, répondant mieux aux standards de qualité et aux standards internationaux, et plus proches des standards techniques et productifs et organisationnels au niveau mondial. Et là, il y a tout un travail de diffusion des innovations et d'encadrement. Et enfin, la question aussi centrale, c'est la généralisation de la couverture sociale, maladie et retraite. Donc, on pourra dire que la SNE va être complètement formulée quand la stratégie de protection sociale va être formulée. Mais tant que la stratégie de protection sociale n'est pas complètement formulée, la SNE va rester un chantier. Et donc, il faut bien le voir, c'est qu'elle va être achevée au moment où la stratégie de protection sociale va être définie. Là, on aura un vrai cadre complet. Alors, quelques indications sur le cadre de résultats au niveau national qu'on voudrait retenir. Et là, c'est simplement les grands objectifs qu'on propose. Et ce tableau, c'est plus un cadre sur la méthode de travail qui va être engagé dans la phase opérationnalisation. Donc, par exemple, ici, en première ligne, on dit créer des emplois dans le secteur compétitif. Ça, on sait que pour faire ça, on va avoir des activités à mener. On a des indicateurs qu'on retient, nombre d'emplois. On sait que si on décide de réduire le coût, le déficit commercial, ça implique une retombée en termes d'emploi. On sait aussi que pour ces retombées en termes d'emploi, il nous faut de la compétitivité salariale. Donc il faut qu'on ait, parmi nos indicateurs d'objectifs, un indice de coût salarial. On peut mesurer globalement la compétitivité salariale. Si on a fait des propositions, on pense que 5% de la masse salariale par rapport aux exportations peut booster le secteur exportateur et activer le taux de croissance des exportations.
Et là, il reste donc à faire un travail d'analyse de la rentabilité de chacune de ces mesures. Donc il faut dire, cette mesure, elle est rentable, comment on va l'activer, quelle va être la solution. Donc il reste à opérationnaliser l'objectif, mais le principe dans cette phase de formulation, c'est de dire, voilà les grandes orientations de la stratégie. Maintenant, pour les activer, il faudra faire un travail pour mesurer quel est le meilleur chemin pour y arriver. Peut-être que les collègues de la Banque centrale vont nous dire « Ne vous cassez pas la tête, je vais faire glisser le dirham de 1,5% pendant les 5 prochaines années et ce sera beaucoup plus simple. » Voilà, on peut avoir des initiatives de ce genre. Et ils vont nous dire « On a fait de bonnes expériences avant, on est prêt à recommencer. » Et puis, développer les services de proximité, là aussi, c'est un objectif important. Nombre d'emplois. Ça, c'est l'indicateur. Les indicateurs, si vous voulez, instrumentaux, c'est la part transférée de la TVA. Bon, c'est une part qui ne peut pas trop augmenter. Il y a aussi la part des impôts locaux. Et les impôts locaux, de quoi ils dépendent? De la productivité du travail. Donc, il y a aussi un certain nombre d'activités qui vont permettre de développer les impôts locaux. Et comment on va développer les impôts locaux? On peut avoir des redevances, donc il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut développer. Et là aussi, ça se mesure en termes de pourcentage du PIB et il faut faire un calendrier. Le potentiel de la force de travail, ça fait partie des objectifs de la stratégie de l'emploi. Je veux avoir une force de travail qualifiée. Je veux un pourcentage minimum de scolarisation dans le supérieur. Aujourd'hui, on est à, je ne sais pas, je crois à 14%. Les collègues de l'enseignement supérieur ne sont pas là, mais on peut retenir aussi l'objectif de parité filles-garçons pour les 15-24 ans. Ça, c'est des objectifs qui doivent aujourd'hui être négociés, présentés et puis adoptés. Bon, ça peut représenter une très grosse dépense. Actuellement, elle est menée. On va aller peut-être vers 2% du PIB. Mobiliser la force de travail féminine, ça aussi c'est un autre objectif. On sait que si les femmes rentrent sur le marché du travail, ça booste l'emploi. Le simple fait qu'elles viennent sur le marché du travail, ça génère de l'emploi. Quand elles se retirent, elles réduisent l'emploi. Et donc, si vous voulez, c'est un effet en boucle. Et la question du taux d'activité urbain-rural, c'est aussi souvent un problème que l'intermédiation du marché du travail peut résoudre. Donc aujourd'hui, l'ANAPEC envisage d'augmenter la fréquentation de ces services en s'ouvrant aux non-diplômés. L'indicateur qu'on retient, c'est le nombre de femmes par conseiller d'emploi. Là aussi, c'est en termes de pourcentage du PIB, ou peut-être de millième de PIB, qu'il faut envisager les actions dans ce sens. Alors, juste un autre exemple sur la chaîne de résultats, comment passer de l'objectif aux activités. Quand je dis les activités, ici, il s'agit des activités nécessaires pour réaliser la stratégie nationale de l'emploi. Bon, j'ai pris le deuxième objectif, développer les services de proximité, avec l'idée, c'est renforcer les acteurs et renforcer les moyens de financement. On peut imaginer là, c'est un travail d'imagination qui doit être fait peut-être par les task force ou les groupes de travail qui vont peut-être émerger de cet atelier. On mobilise un certain nombre d'activités. Premier travail, c'est mobiliser les très petites entreprises et les ONG. Par exemple, le ministère de la Famille, de la Solidarité et du Développement social donne une subvention de 30 000 dirhams à des ONG pour mettre en place des centres d'écoute pour les femmes victimes de violences. J'étais à Rachidia, j'ai vu un centre d'écoute, ils m'ont dit, on nous a donné comme mission de créer, je crois, 7 centres d'écoute sur la province. Alors, la question pour moi se pose, 30 000 dirhams, ça ne va pas financer le fonctionnement d'un centre d'écoute. Alors, comment on peut y arriver? Il est clair que Mubadara, c'est un programme qui est envisagé par le ministère et qui est inscrit dans la déclaration gouvernementale. Ça peut servir d'effet de levier.
Ensuite, on peut trouver des financements locaux. Et bon, il n'y a pas que les centres d'écoute, il y a les maternelles, il y a un certain nombre de services, par exemple de santé, qui peuvent être assumés dans ce genre de région. Alors, le relais, c'est aussi trouver la demande solvable. On génère de la demande solvable. Et ensuite, on peut aussi mettre des redevances. Par exemple, pour les déchets, la loi 2800 relative aux déchets, elle a été adoptée en 2008. C'est une loi qui rend légale la mise en place de redevances. Il y a à l'heure actuelle une résistance sur le principe de ces redevances, mais on va y arriver parce que certaines collectivités locales le font déjà. Donc la question de la gestion des déchets aussi va nous améliorer le territoire, améliorer le bien-être de la population qui va peut-être accepter de payer un petit quelque chose. Alors, dernier point, ou avant-dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, le nouveau cadre budgétaire. On a une loi organique des finances et j'espère que j'ai bien lu un exemplaire qui est publié sur le site du secrétariat général du gouvernement, qui est à l'heure actuelle un projet, et je me suis référé à ce projet. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, d'abord, il y a 3 orientations qui sont importantes, et c'est un résumé du préambule de cette loi. Accompagnement de la régionalisation avancée, dans une logique de déconcentration et de synergie des interventions au niveau territorial. Orientation des politiques publiques et des stratégies sectorielles, dans une logique de développement économique et social durable, de répartition équitable des fruits de la croissance et d'équilibre financier du pays. On est vraiment exactement sur les objectifs de la politique d'emploi. Et puis, elle propose efficacité, efficience et cohérence des politiques publiques. Premier souci, assurer la qualité du service public et la maîtrise des dépenses. Et elle propose une gestion orientée résultat avec une responsabilisation des gestionnaires. Responsabiliser les gestionnaires, ça veut dire leur donner plus de liberté et faire plus de contrôle a posteriori. Et donc plus de souplesse dans la gestion. Transparence et lisibilité budgétaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un nouveau cadre comptable avec des nomenclatures appropriées et de réussir à faire une présentation du contenu de la loi de finances par programme, projet, action et région. Donc décliner les dépenses de manière assez affinée pour rendre lisibles les politiques. Et puis, autre idée, c'est la programmation triennale glissante et qui est actualisée annuellement. Et enfin, la reddition des comptes, elle prévoit l'analyse des coûts. Le système de comptabilité doit permettre de faire l'analyse des coûts de chaque politique. Alors, un coût, je crois que c'est le résultat rapporté à la dépense, si je me trompe pas. Et donc, il faut être capable de savoir quel est le résultat et de connaître exactement la dépense. Et si on sait faire ça, on pourra évaluer les politiques publiques. Et enfin, dernier point, le contrôle parlementaire et le dialogue budgétaire. Donc, si vous voulez, cette loi organique des finances, elle est dans le vif de la démarche que nous proposons. Et en quelque sorte, on s'inscrit, la stratégie nationale de l'emploi va s'inscrire dans les orientations générales de l'État en matière de gestion des finances publiques. Alors, le suivi-évaluation, on va mettre en place pour cela un système d'information et de veille qui intègre l'ensemble des programmes publics de l'emploi et qui est un dispositif en réseau d'information sur le marché du travail. La mission de suivi-évaluation va la confier à l'Observatoire de l'emploi. Donc ça, c'est un organisme qui est destiné à prendre son envol et à répondre aux ambitions de la SNE. Et il s'agit aussi d'organiser les remontées d'informations et d'inscrire les résultats du suivi-évaluation dans le dialogue budgétaire annuel. Alors, s'il vous plaît, retenez votre souffle parce que ça va être difficile à lire. C'est un graphique où j'ai essayé de tout mettre. Donc, c'est l'architecture de la politique de l'emploi. Alors, comme vous voyez, ici, il y a une ossature centrale. Ce qui nous intéresse, nous, à la base,
c'est la population du pays. C'est des secteurs d'activité. Ils sont compétitifs, il y a des services de proximité, ils sont marqués par l'hétérogénéité. Et on a des bénéficiaires des programmes actifs de l'emploi et on veut mettre en place des actions ciblées. Et je sais que ma population, elle s'organise. J'ai une fraction aisée qui finance bien les études de ses enfants et une autre fraction plus pauvre dont les enfants souffrent de la déscolarisation précoce, etc. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est essayer d'intégrer à travers la politique de l'emploi toutes les actions qui génèrent de l'emploi et qui favorisent la création d'emplois dans une logique de remontée. Et c'est pourquoi on a donc ce volet ANAPEC qui actuellement s'adresse beaucoup plus à cette catégorie. On a ce qu'on a proposé, le FIFEM. Peut-être Najib Nabjil peut expliquer mieux que moi ce que c'est le FIFEM parce que c'est lui qui a proposé cette idée. Il y a Omar qui a parlé d'un autre fonds qui est le FACIL. Mais c'est des idées maintenant qui doivent être débattues. On veut avoir un nouveau système de financement de la création d'entreprises. Et on veut avoir un système de financement direct. On a la formation professionnelle, on a le programme national, la promotion nationale, l'INDH, l'activité de l'ADS, l'activité des organismes qui soutiennent l'économie sociale et solidaire comme l'ODECO et autres. Donc, tous ces organismes font partie de la politique de l'emploi direct, c'est-à-dire qu'ils touchent, ce sont des programmes actifs. Alors, l'idée, c'est que toutes les catégories sont touchées. Alors, le dispositif qu'il y a, c'est un dispositif budgétaire. Donc, on a les flux budgétaires et on a les flux d'information. Le flux budgétaire, il va dans un seul sens et le flux d'information, il va dans les deux sens. Alors, tout se passe donc au niveau de la politique nationale de l'emploi, qui est définie par le Conseil national de l'emploi, en interaction avec les pôles qui s'occupent de ces politiques. Peut-être qu'ils vont être regroupés dans l'avenir, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Famille, de la Solidarité et du Développement social. Et on sait qu'au niveau budgétaire, on a 4 comptes spéciaux du Trésor, des comptes d'affectation spéciale, le fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, le fonds pour la lutte contre le chômage et le fonds pour l'INDH. Alors, ces organismes-là vont être alimentés en informations par l'Observatoire national de l'emploi. Lui-même va recevoir des informations de la part des secrétariats des régions qui vont lui transmettre des données qu'il recueille aussi auprès des conseils régionaux. Et puis les conseils régionaux, eux, établissent des contrats-programmes, État-région et budget annuel. Et au niveau régional et provincial, ils redistribuent ces fonds en fonction des objectifs de la politique de l'emploi. Donc, et là, on a des intermédiaires, les universités, les agences privées, les communes, et on a donc une structure qui ne s'arrête pas aux agences nationales, mais une structure qui existe déjà en fait, parce qu'on peut trouver beaucoup d'organismes, on trouve des bornes par exemple de l'ANAPEC un peu partout, dans des universités, dans différents services. Mais l'idée, c'est de renforcer la prospection, l'accueil, l'orientation et le suivi. Et on a aussi les communes, et là, on pense qu'il faut généraliser l'INDH et continuer à travailler encore plus avec les ONG. Donc, voilà, ça, c'est, si vous voulez, le niveau intermédiaire, et puis on a le niveau politique. Donc, il y a un niveau de mise en œuvre et un niveau politique, et il y a cette articulation. Alors, le dispositif de suivi et d'évaluation participatif adapte chaque année l'offre, je suis en train de lire ce qui est vertical, l'offre de programmes actifs de l'emploi aux besoins régionaux et à la conjoncture économique. Là aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a cette gestion de la fluctuation économique. Alors, maintenant, on passe à la question de la territorialisation. C'est Omar, si je fais des erreurs, tu me corriges. Ici, on a d'abord un problème de séquence qu'il faut identifier. D'abord,
la déclaration du gouvernement, c'est elle qui définit la démarche d'ensemble, la commission interministérielle qui procède à la mise en place des fonds, qui actualise les textes, qui définit des conventions types, qui établit des cahiers de charges. Et puis il y a la commission nationale du ministère des... Vous voyez, on n'a pas encore homogénéisé, mais c'est la commission inter... comment on l'a appelée? C'est Breda? J'ai oublié parce qu'il y a tellement de propositions. La commission interministérielle. La commission ministérielle et puis les commissions régionales. Le comité interministériel. Le comité. Donc voilà, il faudra qu'on ajuste notre vocabulaire. Alors ici, on a un graphique qui nous donne un peu la circularité des acteurs au niveau régional. C'est un mal. Ici, le CI, c'est quoi? Comité interministériel? Bon, bref. On n'arrive pas toujours à tout coordonner. Je suis désolé, mais... Bon, disons qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Moi, ce que je comprends ici, c'est que le rôle du ministère est tout à fait central. Et puis, il propose et il veille à la mise en œuvre des politiques. Et puis, au centre, il y a la question du financement. Nous avons les directions régionales d'emploi. PRE, c'est quoi? Le plan régional de l'emploi. Le comité régional. Et ça, c'est le comité interministériel. CI, voilà. On l'a vu, vous voulez qu'on revienne à l'autre schéma? Ça, c'est un schéma qui montre juste le fonctionnement au niveau régional. Et c'est sûr que le comité national, il passe par le ministère. Parce que c'est quand même le ministère qui reste l'interlocuteur des politiques de l'emploi avec les régions. Il y a une administration, l'administration, elle est là. Donc elle a sa mission. Alors la même chose sur les composantes du plan régional de l'emploi. Bon, il s'agit maintenant de définir, mais on va faire un cadre de ce genre en montrant quelles sont les étapes. Et on va aussi développer un cadre de résultats des programmes régionaux de l'emploi. On définit le programme régional en fonction des objectifs qui vont être arrêtés par les régions. Et donc l'idée, c'est surtout de donner un cadre par rapport aux objectifs que les régions vont avoir en termes d'activité, de chômage, de productivité, de support. Et puis ensuite, on a un système de suivi de l'exécution. Et le système de suivi, ça implique qu'on a une situation de référence, qu'on a des objectifs, qu'on a un coût. Et donc, il y aura cette activation à travers les contrats programmes qui va être liée, si vous voulez, aux conditionnalités. Contrat programme, c'est-à-dire je vous donne des fonds si vous réalisez ce que vous avez promis de faire. Monsieur le Président, voilà, le débat est ouvert.